Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la Fondation pour les générations futures. On est ensemble pour le quatrième webinaire des ERA Awards 2022 et on va s'intéresser ce matin aux travaux qui ont été primés en démocratie et en design soutenable. Alors ces prix, comme tous les autres, existent évidemment par la volonté et l'engagement de la Fondation pour les générations futures, mais aussi grâce à des partenaires qu'on tient à remercier. Il y a IBA, qui est le leader mondial de la protonthérapie dans le traitement du cancer, qui soutient l'ensemble de nos prix. Et puis, on a des partenaires spécifiques. Pour le design, il y a le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et Wallonie Design. Et pour la démocratie, on a le plaisir de compter sur 5 nouveaux partenaires. Il y a la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois. Merci à eux. Alors, tous les travaux qu'on va découvrir ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement soutenable, une approche qui est chère à la Fondation pour les générations futures, puisqu'elle est persuadée qu'en adoptant systématiquement une démarche de pensée et d'action à 360 degrés, donc qui tiennent compte de critères sociaux, environnementaux, économiques, mais aussi participatifs, eh bien, on pourra transmettre un monde habitable à nos enfants. Avant de découvrir ces travaux inspirants, j'ai quelques recommandations techniques à vous faire. Donc, on vous demande à tous de bien vouloir garder vos micros et vos caméras éteintes, sauf au moment où vous intervenez et si vous intervenez, bien entendu. Il y a quelques petites fonctionnalités importantes. En dessous, vous avez l'onglet participants. Voilà, pour vous permettre de voir qui est avec nous ce matin. L'onglet discuter, qui est très important évidemment, puisque c'est là qu'on vous demandera tout à l'heure de poser vos questions aux différents primés. Vous pouvez aussi choisir de parler à quelqu'un en particulier. L'onglet réaction, c'est pour nous faire un petit smiley, un petit pouce en l'air, enfin une petite réaction si vous en avez envie. Et puis en haut, à droite de votre écran, il y a l'onglet afficher. Et là, on vous conseille de choisir affichage intervenant, histoire de ne pas avoir en permanence toutes des petites vignettes noires qui s'inscrivent sur votre écran. Il y a aussi, si jamais vous avez un souci technique, une assistante technique qui est à votre disposition. Vous la reconnaîtrez à son nom, FGF, assistante technique, et c'est Marianne Van de Mal qui est là pour vous ce matin. On est ensemble pour 1h30 environ. Il y a 5 travaux qui vont être présentés, 2 pour la démocratie et 3 pour le design. Alors, le déroulement est simple. Après que chaque primé ait présenté son travail en 3 minutes, on va donner la parole à son promoteur ou à sa promotrice, voilà, pour avoir un petit avis. Et puis aussi, on donnera la parole à l'une de nos 2 présidentes de jury. C'est Yasmine Boudaka pour la démocratie et c'est Marie Poc pour le design. Et puis après, c'est le moment où vous participez. Il y a un moment de questions-réponses, environ 10 minutes de questions-réponses. Donc là, on vous invite à poser vos questions via l'onglet Discuter. Et puis moi, je me ferai un plaisir de les relayer auprès des primés. Voilà, j'espère que sur le plan technique, tout est clair pour vous. Et si c'est bien le cas, eh bien, on va commencer tout de suite avec l'ERA Award en démocratie soutenable. Et c'est Antoine Herings qui est le premier ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, tu es le lauréat de cet ERA Award en démocratie soutenable pour ton mémoire intitulé Commission délibérative et dialogue citoyen permanent, une place pour le citoyen dans la délibération parlementaire. Point d'interrogation. Alors, tu as terminé ton master en droit à la faculté de droit et criminologie de l'UC Louvain, c'était en août 2021. Tu es actuellement avocat au barreau de Bruxelles et assistant à Saint-Louis et tu as eu comme promoteur Nicolas Bonbled, qui est docteur en sciences juridiques, professeur à la faculté de droit et de criminologie de l'UC Louvain et qui est également avocat associé au barreau de Bruxelles. Antoine, si tu es prêt, Je suis prêt. tu es prêt? J'attends juste Alors, la slide. Ouais, ok, voilà, parfait. ben la voici. Je m'efface et on se retrouve dans 3 minutes. Parfait. Donc, il y a beaucoup de termes aujourd'hui pour décrire l'état actuel de notre démocratie en Belgique. On parle de fatigue démocratique, on parle de crise de confiance. Pour faire simple, si la démocratie était une voiture, ben, ce serait une voiture un peu cabossée, en perte de vitesse, à la limite d'être en panne. Face à cette situation, différentes assemblées parlementaires ont décidé d'agir et en gros de sortir la boîte à outils. Concrètement, des assemblées parlementaires ont institutionnalisé 2 mécanismes de démocratie délibérative basés sur le tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, en droit belge, on a deux mécanismes, les commissions délibératives d'une part et le dialogue citoyen permanent d'autre part, qui permettent à des citoyens tirés au sort de délibérer et de formuler des recommandations aux parlementaires. La différence entre les deux mécanismes, c'est que les commissions délibératives permettent aux citoyens tirés au sort de délibérer directement avec les parlementaires. Là où le dialogue citoyen, c'est uniquement des citoyens tirés au sort qui délibèrent entre eux et après formulent des recommandations aux parlementaires. Alors dans mon mémoire, j'arrive à un constat, c'est que l'effectivité sur le plan juridique de ces deux mécanismes-là dépend presque exclusivement de la bonne volonté politique. Et comment on peut expliquer cela? C'est qu'en Belgique, notre boîte à outils juridique, notre arsenal juridique, n'est pas adapté vraiment au développement de ce genre d'initiatives très prometteuses et totalement novatrices. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment on fait pour moderniser tout ça? Comment on fait pour assurer, dans un contexte de crise de confiance, que le citoyen qui participe à ces mécanismes ait un retour sur son implication? Comment assurer ça juridiquement? Et du coup, je résume trois propositions que je fais en ce sens. La première proposition, c'est d'associer le droit de pétition à ces mécanismes-là. Pourquoi le droit de pétition? Parce que le droit de pétition, en droit, c'est déjà un mécanisme contraignant pour les parlementaires. La deuxième proposition, c'est que les commissions délibératives et le dialogue citoyen sont inscrits dans des textes juridiques qu'il est toujours possible de modifier pour les rendre plus effectifs, pour les rendre plus durables, etc. Et la troisième proposition, elle est liée au blocage principal chez nous, c'est notre texte fondateur, la Constitution. Dans notre arsenal juridique, dans notre boîte à outils juridique, la Constitution semble être opposée au fait qu'un citoyen tiré au sort puisse contraindre les parlementaires. Et du coup, pour moi, l'enjeu de ces trois propositions, c'est d'encourager l'institutionnalisation de ce genre de mécanisme et de faire en sorte, pour faire très simple, que le droit soit plus un frein au développement de ces mécanismes, mais plutôt un accélérateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine. Alors, je sais que ton promoteur, Nicolas Bombled, est connecté ce matin. Je vais vous demander de nous rejoindre. Bonjour. Oui, bonjour Madame Veil. Ah, voilà, vous êtes là. Alors, évidemment, on a envie d'avoir votre avis sur ce travail d'Antoine. Quel a été son apport scientifique et sociétal? Oui, alors bonjour à tous et à toutes, et de nouveau mes félicitations à Antoine pour ce prix largement mérité. Donc, en fait, son mémoire, je pense, c'est très fort distingué à plusieurs égards. Je crois que de manière générale, donc, il a été réalisé au départ dans un cadre théorique que le candidat maîtrisait très bien et a reposé sur une documentation particulièrement étoffée, ce qui le distingue déjà par rapport à d'autres travaux de fin d'études que j'ai l'avantage de corriger chaque année. Alors, effectivement, donc, la littérature scientifique en sciences sociales, en droit notamment, s'intéresse, certes depuis plusieurs décennies, à la question de possibles dépassements des limites de la démocratie représentative, et notamment et spécialement avec une volonté d'impliquer davantage le citoyen à certaines délibérations. Et donc, à cet égard-là, les travaux d'Antoine ont été fort intéressants, selon moi, à double titre. Alors, en premier lieu, donc, Antoine a eu la clairvoyance de se saisir assez rapidement et assez opportunément d'évolutions législatives notables, mais donc particulièrement récentes en Belgique, donc, comme il l'a rappelé, au niveau du fonctionnement de certaines assemblées législatives. Il vient les évoquer. Et pourquoi est-ce que c'était particulièrement intéressant? Parce qu'il n'existait évidemment à ce moment-là, et au moment où il s'est lancé dans ces travaux, aucune réflexion encore plus scientifique sur la question et a fortiori de réflexion juridique. Donc, il y a ce côté très novateur. Et alors, en second lieu, mais Antoine a pris le parti dans son étude de se lancer dans une comparaison très rigoureuse, je trouve, de ces différentes innovations institutionnelles, de leurs aspects juridiques, ce qui lui a permis, donc, vous l'avez vu, de nous proposer, au-delà peut-être de la lettre des textes législatifs qui ont créé ces mécanismes de participation, eh bien, un regard analytique et un regard critique sur ce que ces mécanismes peuvent sans doute réellement apporter comme plus-value, mais donc aussi leurs limites, et notamment le fait, je pense que ça a été rappelé, qu'aujourd'hui,
malgré ces avancées, l'effectivité de ces avancées démocratiques dépend encore largement donc, du bon vouloir des parlements qui les ont mis en place. Donc, loin d'en rester là, Antoine, et il vient de le refaire ici, a formulé quelques propositions juridiques très concrètes pour dépasser ces obstacles. Et donc, les apports scientifiques de son mémoire à cet égard sont vraiment indiscutables. Merci beaucoup à vous, Nicolas Bomblet. J'accueille à présent la présidente du jury en démocratie soutenable, Yasmine Boudaka. Bonjour. Le temps que... Bonjour Caroline, je Voilà. lance. Alors, vous êtes journaliste, coordinatrice de la SBL News 6, un réseau qui est dédié aux acteurs de l'information constructive, et vous êtes particulièrement active dans les projets qui sont axés sur l'humain, l'innovation, le changement et la transition. Alors, Yasmine, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce mémoire, qui, on le rappelle, est le lauréat dans cette catégorie? J'en profite d'abord au nom du jury pour féliciter Antoine et la qualité de son travail. Alors, le jury a apprécié pas mal de choses qui ont notamment été évoquées à l'instant par Nicolas. Il y a plusieurs aspects qui ont été soulignés par ce jury. C'est d'abord le côté clair et synthétique du travail, la mise en avant des limites du processus, les contraintes légales également. On a pointé les obstacles juridiques et surtout, il y avait force de proposition en termes de solutions qui ont été mises en avant et qui ont été vraiment reconnues par tous les membres du jury. On sait qu'aujourd'hui, il est important d'être vigilant au processus démocratique, que nos démocraties sont ces derniers temps malmenées, et remettre le citoyen au cœur du processus délibératif, c'est un enjeu, un besoin qui se fait de plus en plus entendre. Et c'est vrai que les travaux qui nous ont été présentés aujourd'hui, lors de cette édition en tout cas, abordaient tout cela avec des portes d'entrée complètement différentes. Et celle de Antoine était particulièrement intéressante, tant par sa qualité d'analyse et d'esprit critique que par justement cette force de proposition qui a, encore une fois, je le disais, été amenée par Antoine. Un très, très beau travail qui a séduit tous les membres du jury. Formidable, merci Yasmine Boudaka. On vous retrouvera un petit peu plus tard. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions à Antoine via l'onglet Discuter, hein, c'est maintenant. On a 10 minutes pour ce faire. Alors Antoine, on l'entendait, tu es actuellement au barreau de Bruxelles, à Saint-Louis. Quelle suite est-ce que tu comptes donner à ce mémoire? Qu'est-ce qu'on fait de ces propositions? Elles sont là sur la table. Que vas-tu en faire à présent? Moi, ce que je peux pour l'instant faire, c'est surtout de la recherche. J'ai l'opportunité de pousser plus loin les raisonnements et de suivre vraiment l'évolution de ces mécanismes. C'est des mécanismes qui sont tout neufs. Je n'ai pas dit les dates, mais c'est respectivement 2019, 2020. Et donc, c'est vraiment, on est tout début, quoi. Moi, j'ai envie de continuer à suivre tout ça et de voir concrètement comment on peut aller plus loin, comment on peut mettre en œuvre ces propositions et, si possible, pourquoi pas travailler avec les parlements et qu'il y ait un travail en collaboration entre académiques, parlementaires, et pas seulement académiques au niveau juridique, mais d'autres sciences sociales, ça serait super bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet-là, en fait, au départ? En cherchant un thème de mémoire, je cherchais quelque chose de récent, en termes d'innovation, et je suis tombé là-dessus, et c'était vraiment au tout début. Donc, au moment où j'ai choisi, c'était vraiment au lancement, et je me suis dit que justement, personne n'avait encore vraiment analysé ça, et donc il y avait moyen de chercher, de fouiller, d'être un peu dans un, comment dire, d'apporter quelque chose, pas forcément apporter, mais d'être dans du nouveau tout le temps, quoi. Et même pendant la rédaction de mon mémoire, jusqu'au dernier moment, il y avait des évolutions, et donc ça, c'est vraiment... c'est assez chouette quand on travaille sur un travail scientifique comme ça. Voilà. Oui, c'est de la matière vivante et voilà, qui se Exactement, c'est construit vraiment ça. chaque jour. Alors, on attend évidemment vos questions, hein, n'hésitez pas. Antoine est là pour y répondre maintenant. Alors, peut-être un petit mot, le temps que les questions arrivent, Antoine, sur cette aventure des ERA Awards. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel? Déjà, d'apprendre à vulgariser ce que j'ai fait et de rendre ça, j'espère, plus accessible aussi, parce que c'est très juridique, mais donc de faire connaître ces mécanismes-là qui sont peu connus et qui peuvent être aussi critiqués par certaines personnes, ce que je peux comprendre, pourquoi la démocratie participative, qu'est-ce que ça a comme intérêt. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, hors mon sujet, juste de rencontrer des gens qui
qui ont fait des mémoires dans des matières que je connais absolument pas, et tout est passionnant, donc, parce que tout le monde est passionné, donc tout est passionnant, et donc ça, c'est une opportunité incroyable pour moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure pour N'hésitez les pas, convaincre? n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter pour ce genre de truc, c'est juste, il n'y a que du positif, donc il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors, on a une question de Chloé qui est arrivée pour toi. Merci Antoine pour ce travail. Peux-tu en dire plus sur le droit de pétition que tu as présenté comme première proposition? Et donc le droit de pétition, justement, donc c'est un droit qui est déjà inscrit dans notre Constitution, donc le texte fondateur en Belgique, et qui existe depuis très longtemps. Et récemment, Et ça justement, veut dire quoi exactement, ce droit de pétition? et donc ça permet à des personnes qui recueillent maintenant un certain nombre de signatures, sans rentrer dans les détails, donc à un certain nombre de conditions, d'être à la fin entendues par les parlementaires. Et donc l'idée de ma proposition, c'est de se dire qu'un citoyen qui participe au mécanisme que j'ai présenté, qui n'aurait pas de suivi, qui n'aurait pas de réponse des parlements, pourrait utiliser ce droit de pétition pour être entendu par les parlementaires. Et pour dire en gros, on a travaillé pendant longtemps sur ce thème-là, on a formulé un certain nombre de recommandations, qu'est-ce qu'il en est? Donc, le droit de pétition, là, oblige vraiment les parlements, et on est sûr en droit qu'il peut obliger les parlements. Il y a eu des évolutions qui permettent aux citoyens d'être entendus. C'est ça l'intérêt vraiment du droit de pétition. D'accord. Alors, on l'entendait justement, il y a différents parlements qui sont partenaires de ce prix en démocratie soutenable. Est-ce que tu as eu des retours? J'ai eu un chouette retour du Parlement de la COCOF, avec qui j'avais un peu le conseiller du Parlement de la COCOF, qui est très actif en démocratie participative, qui m'a permis de venir un peu discuter tout ça justement avec eux, ce qui était très enrichissant parce que moi j'ai une réalité qui est très juridique et assez analytique, mais eux avaient une réalité politique et qui m'expliquaient plus concrètement comment tout ça a fonctionné et comment ils en sont arrivés là. Donc ça, c'est super. Oui, alors justement, tu le disais, il y a eu un dialogue avec la COCOF, mais ici Alice nous dit, tiens, une question peut-être un peu naïve, est-ce que c'est facile d'entrer en dialogue avec les institutions parlementaires, par exemple, pour partager tes propositions et réflexions, et par quel biais est-ce que toi, tu comptes aller à la rencontre des autres parlements, justement? Justement, je pense que ce n'est pas forcément évident, il faut tenter et il faut relancer, mais grâce justement aux ERA Awards, je pense l'opportunité de plus facilement les approcher, entre guillemets. Il y a une certaine visibilité vu qu'ils soutiennent aussi le prix. Après, concrètement, je ne suis pas naïf non plus sur le fait que je ne peux pas arriver avec des propositions et dire voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, et après ça suit forcément. C'est plus un dialogue et une réflexion qu'il faut avoir. Mais ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans les parlements qui sont actifs à ce niveau-là, qui sont déterminés à mettre tout ça en œuvre et d'aller plus loin que ce qu'il y a pour l'instant. Donc, voilà. Bon, formidable. Benoît nous dit bravo Antoine pour ses réflexions et pistes très concrètes. Comme tu le sais, la Fondation a été très pionnière dans ce domaine de démocratie délibérative. Le droit de pétition est déjà présent au Parlement wallon. Des questions à son sujet, sa mise en œuvre concrète, les autres pas que tu proposes pour aller vers plus de place pour les citoyens t'amènent-ils à une réflexion plus forte en matière de démocratie directe, d'abord localement, bien sûr? Donc, oui, si j'ai bien compris, donc la question démocratie directe, en Belgique, elle est encore plus complexe parce que là, c'est une opposition claire, entre guillemets, à certains niveaux de pouvoir sur le fait que le citoyen peut directement prendre des décisions. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Ma réflexion n'est pas vraiment aboutie là-dessus. Je pense que le plus important, c'est plus de créer d'abord une culture de la participation citoyenne et de ne pas, entre guillemets, balancer des mécanismes dont les citoyens n'auraient pas forcément les clés et ne seraient pas habitués. En un coup, donner aux citoyens la possibilité d'agir sans qu'il y ait eu un travail en amont, une réflexion et une certaine expérience démocratique en Belgique, ça peut être, pas faire pire que bien, mais mettre les citoyens dans la confusion en leur disant, voilà, vous pouvez agir, et finalement, peut-être pas, ou c'est plus complexe que ça. On a vu en France, par exemple, avec la Convention citoyenne pour le climat, que ça a créé certaines incompréhensions où les citoyens ne comprenaient pas que leurs recommandations ne pouvaient pas directement être adoptées par les parlements. Donc, mais je pense qu'à terme, ça peut être souhaitable, mais il faut d'abord un premier travail vraiment de démocratisation justement de ces processus et d'appropriation par les citoyens. Et on a l'impression, parce que Benoît nous parle d'agir au niveau local, quand même, qu'il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place au niveau des communes, etc., pour entamer justement ce processus-là. Exactement. Ça, c'est intéressant justement de commencer au niveau local, communal, directement que les citoyens s'approprient
des enjeux de leur vie de tous les jours, de quartier, enfin, oui, donc communal. Donc ça, c'est une très bonne première étape. C'est vrai que là, je parlais plus de niveau communautaire, régional, fédéral, où là, ça peut être plus complexe, et c'est Ouais. clairement plus complexe en droit. Mais la première étape communale est vraiment hyper intéressante. Ouais. Effectivement. Alors, une question de Yasmine Boudaka nous dit, question pratique, si les feux verts sont accordés, combien de temps pour la mise en place? Pour la mise en place de... J'imagine des propositions que tu pourrais faire. Et Ah, puis, oula. Ben, justement, l'idée, c'est que les propositions que je fais ne nécessitent pas vraiment une mise en place. Donc, c'est-à-dire que le droit de pétition, ben, c'est au cas par cas, un citoyen qui serait déçu, etc. La réinterprétation du texte fondateur en Belgique qui semble un peu bloquer tout ça, ben, c'est une interprétation. Donc, c'est plus un débat scientifique ou un débat au niveau de certaines instances en Belgique qui doit être tranché à plusieurs reprises, je pense. Mais ce qui serait bien, in fine, c'est plus d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'à modifier notre Constitution. Et là, la modification de la Constitution, c'est encore une autre affaire. C'est très compliqué à faire. Et là, pour l'instant, je pense justement que la 7e réforme de l'État qui s'est lancée là, déjà cette semaine avec la plateforme citoyenne par le Parlement fédéral, enfin par le gouvernement fédéral, ça peut être une opportunité d'y aller, quoi. Et dans 2024, franchir une vraie étape par rapport à ça. Je n'ai pas une estimation précise et je suis peut-être un peu optimiste, mais pourquoi pas. Ok, merci beaucoup, merci Antoine et bravo. Merci à vous, merci Et on se beaucoup. retrouve, voilà, on se retrouvera le 10 mai à l'UNAMUR, évidemment, pour la cérémonie de remise de prix et de mise en avant, surtout, de tous nos primés de cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi, merci à Nicolas Bomblette pour son intervention. On va découvrir à présent le travail de Pierre Walkiers. Alors Pierre, tu es très présent dans cette édition des ERA Awards. Puisque tu es le lauréat du ERA Award, le premier ERA Award en droit soutenable, on l'a évoqué il y a quelques jours, et tu es nominé en démocratie soutenable pour ton mémoire qui est intitulé « Les discours scientifiques comme argument d'autorité, quelle place en politique et en droit ?» Tu as terminé ton master en philosophie à la faculté de philosophie, arts et lettres de l'UC Louvain et ton master en droit à la faculté de droit et de criminologie de l'ULB en juin 2021. Et tu réalises en ce moment un master complémentaire en études européennes interdisciplinaires au Collège d'Europe à Natolin en Pologne. Et tu as eu comme promotrice Mylène Bodbolbaum, qui est professeure de philosophie et de bioéthique à l'ISP, Institut supérieur de philosophie, et à l'école de santé publique de l'Institut de recherche en santé et société de l'UC Louvain. Voilà qui est dit. Pierre, est-ce que tu es prêt? Oui, bonjour Caroline, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Oui, je vous remercie pour la présentation. Et le mémoire que j'avais présenté avait pour but de redéfinir et repenser l'utilisation des sciences en politique et en droit. C'est comme mon mémoire en droit critiquait l'idée d'une nature hors humanité. Là, c'est plutôt quelle est la place des sciences en politique et en droit et surtout le risque de, en fait, invoquer une sorte de vérité scientifique en disant c'est une vérité scientifique, du coup on n'en discute pas politiquement, et donc repenser comment on peut en tant que faisant de la politique ou faisant du droit composer avec ce qu'on appelle la vérité scientifique et qu'est-ce qu'elle est. Il y a plusieurs thématiques qui transcendent en fait ces réflexions. Tout d'abord, c'est les questions hybrides. C'est un thème que Latour avait par exemple proposé ou Isabelle Singer s'avait également présenté. Et en fait, ce sont des problématiques qui ont des grandes complexités scientifiques et un grand impact sociétal. On peut penser au changement climatique ou très très concrètement à la crise du Covid, où on a besoin en fait d'informations scientifiques et c'est le champ scientifique qui est convoqué, mais aussi ça concerne des problèmes tout à fait politiques et tout à fait juridiques. Et donc, il y a différents modes d'existence qui rentrent en interaction. Une autre réflexion qui était conjointe, c'était toute la dimension autoritaire que l'on peut avoir dans les sciences ou alors plus largement en fait au savoir-pouvoir. Donc, c'est l'idée de imposer des discours, imposer des connaissances, imposer des actes politiques à travers une science définie comme neutre et objective. Et donc, en fait, on n'en discute plus. C'est une vérité scientifique et on peut justifier des politiques qui peuvent être discriminatoires à partir d'une vérité scientifique ou d'une vérité qui est
qui se présente comme scientifique à un moment T, sauf qu'on n'en discute pas parce que c'est quelque chose de vu comme neutre et objectif. Et dans des domaines hybrides, ben là, ça devient assez compliqué. Et maintenant, un troisième élément de réflexion, c'est on présente les sciences comme quelque chose, donc dans un récit moderne, comme on a des preuves issues d'un laboratoire avec tout un procédé pour arriver à la connaissance. Du coup, on devrait repenser à ces sciences en construction et donc penser que cette vérité, ou du moins ce discours-là qui a un mode d'existence de science et un mode d'existence de vérité, a une construction en tant que telle. Et donc, il faut repenser en fait cette science en action et pas dire « Ok, c'est une vérité scientifique, on n'interroge pas son processus de construction. » Il faut faire l'exercice de comprendre comment se construit cette vérité pour pouvoir lui donner plus de force et pour pouvoir mieux construire. Et cette réflexion, elle s'intègre également avec le champ d'action juridique et politique. À quel moment une vérité juridique se construit, à partir de quelles sont ses conditions de félicité, quelles sont ses conditions de succès pour qu'un raisonnement soit juridiquement acceptable et pour qu'un raisonnement soit scientifiquement acceptable. Et c'était là où ma conclusion a été formelle, c'est que ce sont la science, le droit, la politique, ce sont des modes d'existence totalement différents. Ils ont des champs d'action complètement différents, des obligations complètement différentes, des fonctions complètement différentes. Par exemple, la science, elle aimerait bien et elle vise à construire une vérité et à trouver une vérité quitte à s'auto-corriger, tandis que le droit, il a une vocation à rétablir la paix sociale, résoudre un conflit. Et donc, ils ont des champs d'action, donc des régimes de vérité, des modes d'existence tout à fait différents. La science, elle doit chercher la vérité, tandis que le droit, il a tranché et confondre les deux viendrait en fait à méconnaître les modes d'existence et à les utiliser d'une mauvaise façon. Et donc, c'était l'objet de ce mémoire-là, qui est lié aussi à mon mémoire en droit et qui sera lié à mon projet de doctorat, c'est vraiment redéfinir les fonctions de ces disciplines et clarifier un peu, donc c'est encore une recherche en cours, mais c'est clarifier quels sont les modes d'existence de la science, comment on doit utiliser plutôt correctement un argument scientifique en droit pour pas qu'ils se prennent la place l'un sur l'autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Et c'est évidemment des questions qui ont été largement posées pendant la crise sanitaire. On va y revenir dans notre discussion dans quelques minutes et donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions à Pierre dans le fil de la discussion. Alors, ta promotrice, Mylène Bodbolbaum, est malheureusement absente. Alors, je vais directement donner la parole à la présidente du jury en démocratie soutenable, Yasmine Boudaka. Yasmine, voilà, qu'est-ce que le jury a voulu souligner par rapport aux mémoires de Pierre ? Pierre aussi, félicitations pour ce beau travail qui a aussi été vraiment salué à l'unanimité par le jury qui a apprécié aussi ce carrefour entre le droit et la philo. Alors c'est vrai qu'ici, il n'y a pas un lien direct avec le discours citoyen, mais que ton travail démontre la légitimité du débat démocratique dans ces domaines parfois techniques, technologiques, et qu'il donne aussi des repères qui sont essentiels quand on veut utiliser un argument scientifique en politique ou en droit sans pour autant y faire autorité. Ce qui nous a aussi particulièrement impressionné, c'est le travail important de recherche et d'analyse que tu as mené. La source bibliographique est incroyable dans ton travail de mémoire, une excellente mise en contexte, un excellent développement aussi. Et à nouveau, ce qui a été apprécié dans toutes les propositions cette année, c'est le côté perspective par rapport à tout cela qui est envisagé. Et on sait, au vu de ce qui vient de se passer ces 2 dernières années, effectivement, et ce qui nous attend encore aujourd'hui par rapport à la crise climatique et aux problèmes sanitaires qui nous pendent au nez, c'est justement ce discours critique et cette place de la réflexion scientifique au sein des réflexions que nos politiques doivent prendre, et aussi dans la compréhension du citoyen aussi de ce discours scientifique. Et donc pour toutes ces raisons, le jury a souhaité mettre en avant la qualité de ton travail. Donc bravo et merci pour tout ça. Merci beaucoup, Yasmine Boudaka. Alors, Pierre, on va passer aux questions-réponses. Chloé nous dit « Merci, Pierre. Comment t'y es-tu pris d'un point de vue méthodologique pour mener tes réflexions? As-tu réalisé un travail de terrain, entretien ou autre ?» Alors, merci beaucoup pour ta question.
la réflexion reste encore très théorique à ce stade et ce sera plus pratique dans le cadre d'un projet de doctorat. Mais j'avais donc tout un cadre théorique présenté en début de travail, ou donc plutôt philosophie des sciences, philosophie du droit sur la place des arguments d'un registre à l'autre, comment les articuler et la réflexion en termes de mode d'existence. Ensuite, j'ai confronté les réflexions à un cas d'étude qui était la législation sur, donc en bioéthique sur la législation sur les organoïdes. Donc, ce sont des mini-organes, ce qu'on peut considérer comme donc c'est des sortes de mini-organes où on peut faire de la recherche dessus et c'est très technique en termes à la fois ontologiques, à la fois juridiques, et je voulais un peu voir comment était la législation là-dessus et quelles sont l'invocation des discours en tant que tels. Heureusement, il y avait une révision de la loi bioéthique française où c'était à l'ordre du jour. Et donc, presque méthodologiquement, j'ai regardé les discours, les commentaires d'assemblée, à quel point ils utilisaient l'argument scientifique. Donc là, c'était les parlementaires. Qu'est-ce qu'ils en utilisaient, comment ils les utilisaient, à quel moment ils continuaient en fait à rentrer ou pas dans le champ scientifique, à quel moment ils se dessaisissaient de l'objet en disant ok, c'est quelque chose de trop technique, moi politicien, je vais juste transférer cette compétence aux scientifiques, ou à quel moment, considérant que c'est des enjeux éthiques, ils interviennent là-dessus. Et ma conclusion était qu'ils intervenaient quand même. Ensuite, j'ai réalisé différents entretiens, réflexions, mais là, beaucoup plus académiques. Alors, Alice nous dit, pas vraiment une question, mais plus une réflexion, j'imagine, puisqu'il y a 2 fois question. Ce serait intéressant de croiser avec une étude linguistique et rhétorique pour identifier comment, dans le langage, les arguments scientifiques croisent de façon explicite ou au contraire cachée dans les discours politiques. Oui, tout à fait. Oui. C'est un commentaire tout à fait, réflexion tout à fait pertinente. Et je pense que ce sera quelque chose, vous, si j'ai l'occasion, ça me ferait vraiment plaisir de regarder. Parce que, bon, là, on rentre dans le vif du travail, mais j'ai proposé quelques pistes avec Foucault, Michel Foucault, qui avait déjà fait une étude du langage et à quel moment on utilise le pouvoir qui s'opère à travers le discours et qui s'opère à partir du discours du savoir, et à quel moment, lorsqu'on invoque un discours de connaissance, on assoit son pouvoir en tant que tel. Donc, la dimension rhétorique linguistique est tout à fait présente. Une autre question de Benoît qui nous dit à nouveau Pierre, bravo, passionnant. Juste un petit point concernant ta définition de la recherche scientifique, que je ne limiterai pas à la recherche de la vérité. Selon moi, une véritable posture scientifique est celle de questionner les vérités qui semblent établies pour progresser dans la compréhension. N'est-ce justement pas cette perception par le plus grand nombre de ce lien vérité-démarche scientifique qui pose problème pour la plupart des citoyens et des politiques? Et merci pour le reste, chapeau, précise-t-il. Merci beaucoup pour cette réflexion. Et c'est peut-être, là peut-être je n'ai pas été assez dans le détail dans ma présentation, mais le risque, c'est d'invoquer une vérité scientifique comme quelque chose, recherche de vérité est établie et on n'en discute plus, alors que là où je voulais mettre l'accent, c'est que la science a une dimension qui va se corriger elle-même. Donc on a une vérité qu'on tient vraie pour le moment parce qu'on a des bonnes raisons de croire qu'elle est vraie à ce stade de nos connaissances. Mais ce n'est pas pour autant une vérité établie et définitive. Et c'est là que ça devient dangereux parce que si on commence à les valider et les entériner en droit, eh ben, ça se trouve que quelques années plus tard, on découvre que on découvre par le processus scientifique d'une vérité en construction, que ce n'est pas une vérité établie et que, en fait, c'était complètement une autre direction. Sauf qu'entre-temps, et notamment dans les questions de discrimination ou dans des questions vraiment qui touchent à l'être humain, entre-temps, la décision juridique ou la décision politique, elle a été prise, peu importe la vérité qui était là à l'époque. Et il y a eu énormément d'affaires. C'est même parfois assez triste de retourner un peu dans le passé et de voir quelles étaient les vérités scientifiques à l'époque et quelles étaient les décisions politiques, juridiques ou sociologiques qu'on en définit par rapport à ce qu'on pense être la vérité. Or, la science, dans sa dimension, dans son mode d'existence, elle a une vocation à tendre vers la vérité sans jamais vraiment l'atteindre, mais à chaque fois par des démarches d'autocorrection, et on va aller de plus en plus vers celle-ci. Mais alors, du coup,
lui donner une qualité de vérité divine, presque, comme quelque chose qui doit s'imposer et qu'on ne discute pas, eh ben alors on déconstruit son mode d'existence et on a des problèmes désastreux sur le champ social. Ouais. Et est-ce qu'au départ, toi, c'est la crise sanitaire qui t'a donné envie de t'intéresser à cette question-là? Ça a été quoi l'étincelle pour ce travail de mémoire? Je l'ai commencé avant la crise sanitaire et c'était une réflexion que j'avais eue après un cours sur la non-discrimination avec en droit avec Emmanuel Brivosia et Isabelle Rorive, où on avait vu le cas Marie Poplin, qui était la première femme docteur en droit, qui a été, on lui a refusé l'accès au barreau, et c'était pas pour des raisons légales, c'était vraiment pour les raisons sociologiques à l'époque, parce que sociologiquement, on considérait que la femme de sa nature n'était pas disposée à avoir la profession d'avocat. Et c'était une vérité, donc la plus sociologique, mais en tant que telle, acceptée à l'époque, et qui a été en fait validée dans le champ juridique sans pour autant qu'il y ait eu plus de réflexion. On a accepté cette vérité-là, et entre-temps, on lui a refusé le poste, la carrière d'avocat, alors que bien maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus entendable. Sauf que dans le passé, il y a eu ces discriminations. Et en fait, c'est plutôt l'inquiétude en tant que juriste de voir à quel point les arguments qui sont hors de notre ressort, ou en tant que politicien pour les arguments scientifiques, mais à quel point on a tendance à peut-être les laisser passer sans trop les interroger. Et là, ça peut être dangereux, puisque nous, en tant que politiciens ou en tant que juristes, ou dans le champ social de manière générale, si on les accepte et qu'on les fait valider, on devient un élément du pouvoir sans tellement les interroger. Et donc là, ça devient dangereux. Effectivement. Alors, Alice nous disait aussi un chercheur en politique et rhétorique très intéressant, Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si tu as... Oui, je vois. Voilà. Et Benoît te remercie. Alors, plus d'autres questions pour l'instant, mais peut-être s'il y en a encore une qui arrive, on la prendra. Mais alors, une petite question par rapport à ton expérience des ERA Awards, Pierre. Ce fut vraiment plein d'apports. Tout d'abord, par les perspectives interdisciplinaires et la même direction que l'on cherche à prendre. Donc, on a cette vocation de tendre vers la même direction avec différents angles d'approche. Et donc, c'est extrêmement enthousiaste de discuter avec tout le monde qui ont, à partir de chemins différents, un peu ces mêmes objectifs et ces mêmes directions. Donc, c'est vraiment extrêmement enrichissant. Formidable, merci beaucoup, merci Pierre, bravo, merci à Yasmine Boudaka aussi. Alors, attends, je vois encore une petite question qui arrive là. Un exemple, corrélation et la croyance dans notre histoire que les femmes avaient moins de dents, croyance tellement ancrée que nous ne comptions même pas les dents pour vérifier. Voilà, je ne sais pas si tu as une réflexion par rapport à ça. Merci en tout cas à Yulia, merci à toi Pierre, donc merci à Yasmine Boudaka et on va changer de catégorie à présent, on va passer au design soutenable et c'est Marie Maréchal que l'on accueille. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, tu es la lauréate de cet ERA Award pour ton mémoire intitulé « Vestiges submergés, conscientiser la population aux enjeux de la montée des eaux et de la migration environnementale » par un dispositif artistique inspiré de la fiction anticipative. Tu as terminé ton master en arts plastiques, visuels et de l'espace à l'ESA, l'École supérieure des arts Saint-Luc-Liège, c'était en août 2021 et tu réalises actuellement une agrégation en arts plastiques et tu as eu comme promotrice Célia Charbot qui est enseignante à l'ESA Saint-Luc en psychologie, développement durable, actualité culturelle et société. Marie, est-ce que tu es prête ? Oui. Formidable. Eh bien alors, on t'écoute et on se retrouve dans 3 minutes. Alors, bonjour à tous. Saviez-vous qu'aujourd'hui, l'environnement est une source de préoccupation chez plus de 80% des Belges? Pourtant, nous restons encore majoritairement inactifs. Donc, face à ce constat, j'ai voulu développer un projet de conscientisation qui découlerait réellement sur un engagement pro-environnemental. Donc, pour ce faire, j'ai travaillé sur 2 thématiques qui toucheront en tout cas directement la population belge. Donc, ces 2 thématiques sont la montée des eaux et la migration climatique. Alors, pour me détacher un petit peu des campagnes de sensibilisation classiques, j'ai développé une recherche sur 3 axes, donc scientifique, sociologique et psychologique. Donc, tout ça m'a permis en fait d'en apprendre davantage sur le phénomène, de le comprendre
et puis également comprendre les raisons de notre inaction et les façons d'amener le changement. Donc, ce dernier axe m'a surtout permis de découvrir le modèle transthéorique développé par les psychologues Prochaska et Di Clemente, sur lequel je me suis basée pour le développement de mon projet. Donc, plus concrètement, mon projet se décline en 2 grandes phases. Donc, la première que j'ai développée durant mon master, enfin, ma 2e année de master, se traduit vraiment par une installation audiovisuelle qui est présentée, comme vous le voyez ici sur l'image en haut à droite, dans un espace très confiné qui permet de représenter en fait la condition de réfugié climatique. Donc, l'installation, elle débute en fait par un récit sonore d'une réfugiée, enfin d'une survivante de la tempête qui a ravagé le littoral belge en 2050. Et puis, à la suite de ça, on a une série d'écrans qui s'allument et qui présentent des objets filmés en milieu aquatique, des objets de notre quotidien qui permettent vraiment de représenter les vestiges de nos sociétés. Donc, cette première phase, elle vise à interpeller le public et surtout à le préparer en fait à l'éventualité d'un changement. Donc, essayer un petit peu de voir la nécessité de changer. La 2e phase du projet, quant à elle, se concentre vraiment sur la co-construction de l'engagement. Donc ici, l'idée, ce n'est pas d'imposer un comportement pro-environnemental, mais c'est plutôt de trouver l'engagement qui correspond à chacun et de l'accompagner vers l'adoption de ce changement. Donc cela, ça passe notamment par un accès à une documentation qui serait vulgarisée, complète et surtout transversale, donc qui aborderait un peu toutes les composantes de la crise environnementale. Et puis, on aurait également des moments d'échange et le développement d'une plateforme en ligne pour fixer l'engagement et créer une communauté actrice du changement. Donc voilà, cette 2e phase, elle est vraiment en cours d'élaboration et il reste encore du travail à faire. Merci. Merci beaucoup Marie. Alors, tu as eu, je le disais, comme promotrice Célia Charbot. Je sais qu'elle est avec nous ce matin. Bonjour Célia. Bonjour. Voilà. Alors, comment le mémoire de Marie participe-t-il à construire un monde soutenable? Eh bien, d'abord, je tenais à reféliciter une fois de plus Marie. Eh bien, moi, il me semble que son mémoire en design social donc, déploie un projet de sensibilisation, comme elle l'a expliqué, qui constitue vraiment une réponse à ces questions sociétales, dont une assez prégnante en ce moment, qui est on sait, or on ne fait rien. Et donc voilà, en ça, Marie a vraiment essayé de mettre le pied à l'étrier et de trouver une réponse concrète et tangible à cette sidération. Ce que je voulais souligner par rapport au travail de Marie, c'est que, en fait, elle fait bien un projet de médiation scientifique, on va dire, mais elle va un petit peu au-delà de faire descendre la science vers le public et faire monter le public vers la science. Elle fait vraiment une co-construction pour réaliser un objet. Elle ose croiser plusieurs disciplines. Elle est également très humble parce qu'elle se met très à la pointe des dernières recherches. Vraiment, elle a rencontré les personnes les plus à même de répondre à sa question tout en se mettant à leur service quelque part. Donc, elle croise vraiment les disciplines de changement climatique et ses conséquences, psychologie du changement. Elle convoque aussi l'histoire de l'art. Et elle articule ça à des témoignages d'habitants. Donc voilà, c'est vraiment ce travail où chacun doit se mobiliser pour entrer en connexion avec l'objet qu'elle propose. C'est en ça, il me semble, qu'elle fait vraiment avancer les questions sur ce sujet. Merci beaucoup à vous, Célia. La parole revient à présent à la présidente du jury en design soutenable, Marie Poc. Bonjour Marie. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Enchantée Marie. Vous présente Marie en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes la directrice du CID, le Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Et on a évidemment envie de savoir
Pourquoi c'est le mémoire de Marie qui a été lauréat dans cette catégorie? Est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce travail-là? Eh bien, on a beaucoup débattu de ton mémoire, Marie, parce que, comme le rappelait ta promotrice, il convoque pas mal de disciplines différentes et puis il se clôture par une proposition artistique. Et c'est un petit peu inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel, dans un jury de design, mais c'est important, c'est fondamental. C'est Bernard Maris, je crois, cet économiste, hélas, décédé pendant les attentats de Charlie Hebdo, qui disait à quel point les artistes sont importants dans notre société. Pourquoi? Parce que ce sont des visionnaires, donc ils captent avec leurs petites antennes, ils captent très bien toute une série de choses. Et puis ce sont des sonneurs d'alerte, donc ils nous parlent de la situation de notre monde avec leur langage à eux, donc qui est un langage artistique et qui parle directement à nos émotions, à notre sensibilité. C'est pour ça qu'ils sont importants et c'est pour ça, Marie, que ton travail est important et que nous l'avons tellement apprécié. Alors, au-delà de ce travail artistique, c'est un travail de recherche qui était nuancé, critique, tu es capable d'autocritique et c'est important. Et le jury t'encourage absolument à continuer donc, ton action à la fois artistique et militante pour essayer d'emmener avec toi le public afin qu'il devienne vraiment un acteur engagé. Félicitations et bonne continuation. Merci à vous, Marie. Ben, on vous retrouvera évidemment pour les 2 autres travaux dans quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions à l'autre Marie, hein, Marie Maréchal, qui nous a présenté son travail. Marie, on le voyait, il y avait des images de ton installation. Ça veut dire que tu l'as vraiment, j'imagine, confronté à un public. Tu as pu le montrer à qui et dans quelles circonstances? Alors ici, j'ai développé, donc c'était la première version de l'installation, donc qui est en cours d'amélioration. Et je l'ai présentée en fait lors de mon jury de fin d'études ici, donc dans le cadre vraiment scolaire. C'est le projet qui a été coté dans le cadre de mon travail dans le cours d'atelier en fait. Et alors, qui a pu le voir? Je veux dire, à part les personnes qui ont dû voilà, juger ton mémoire, j'imagine qu'il y a quand même un certain public externe qui a pu être confronté à cette installation? Alors, on a eu quelques personnes. Donc, ici, l'exposition de fin d'année était vraiment organisée. Enfin, en fait, le jury était organisé sous forme d'une exposition. Donc, on a eu la journée, vraiment les membres du jury qui ont pu passer. Et en soirée, les visiteurs, je vais dire, donc les personnes, enfin, c'était majoritairement les familles des autres étudiants. Mais j'espère pouvoir proposer l'installation un peu améliorée d'ici l'année prochaine, à mon avis. Alors, tu parles de co-construction, de co-engagement. Là, est-ce que tu as eu des retours justement sur ce travail des personnes qui ont pu le voir? Alors, j'ai eu quelques retours plutôt positifs. Maintenant, il reste des choses à améliorer et donc c'est vraiment ces petites remarques qui vont être prises en compte ici dans l'amélioration, notamment la question des images. J'avais 2 types d'images, je vais dire, qui avaient été enfin, des objets qui avaient été photographiés à faible et à grande profondeur et donc on avait des résultats très différents. Et notamment un aspect beaucoup plus apocalyptique, je vais dire, avec des photos prises plus profondément. Donc, c'est notamment dans cette idée-là que je poursuis le travail. D'accord. Alors, Benoît nous dit, Marie, très intéressante démarche de connexion entre de nombreux aspects pour dépasser justement cette sidération et inaction. Voilà, donc c'est plus une remarque. Au départ, qu'est-ce qui t'a donné envie de te projeter dans un travail comme celui-là? Donc, tu disais, on est en 2050, c'est ça que tu proposais? C'est ça, oui. Oui. Ici, en fait, moi, je fais de la plongée sous-marine depuis plusieurs années. Et donc, du coup, la montée des eaux, c'est quelque chose qui m'interpelle très fort parce que je vais notamment plonger en Zélande, donc aux Pays-Bas. Et je vois petit à petit le littoral qui est complètement transformé, complètement artificialisé. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. J'avais déjà travaillé sur le sujet de la montée des eaux pour mon TFE en fin de bachelier. Mhm. Et j'ai eu envie de poursuivre sur cette thématique, de l'approfondir et d'envisager l'axe du design social pour compléter la démarche, en fait. Oui, c'est ça, parce que tu parles de vestiges de civilisation là dans le fond des eaux. Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves, toi, justement, en faisant de la plongée là en Zélande? Alors, en Zélande, c'est un petit peu différent parce que donc il y a pas mal de barrages et donc c'est des eaux qui sont très fermées, très entretenues, en fait. Par Mhm. contre, on voit notamment en Méditerranée où c'est plutôt régulier de tomber sur des bouteilles, sur des plastiques, etc. Et donc ici, j'ai vraiment voulu jouer là-dessus. Maintenant, j'essaye
d'augmenter la recherche vers d'autres choses qui seraient déjà présentes, parce qu'ici, il y a pas mal d'objets que j'ai récupérés en bord de rivière et que j'ai moi-même réimmergés. Et donc ici, c'est vraiment un gros travail de recherche sur des lieux, des objets déjà immergés, vraiment des vestiges de notre société, quoi. Mhm. Alors, un message de Benoît, le gouvernement wallon et la ministre Tellier en particulier et le service public wallon développement durable ont lancé une démarche autour de la résilience de nos sociétés. As-tu pu entrer en relation avec eux et d'autres acteurs publics qui font face à ces défis? Alors non, j'ai pas eu l'occasion. Par contre, je trouve que c'est un axe très intéressant et je ne manquerai pas d'aller voir. Mhm. Donc là, tu dis que tu vas continuer à améliorer ton projet, c'est ton Mhm. ambition en tout cas. Dans quel cadre est-ce que tu aimerais le montrer à un public plus large que celui qui a pu voir ton travail dans le cadre de l'école? Alors ici, l'objectif, ce serait en fait de pouvoir poser l'installation dans l'espace public et que les passants puissent venir voir l'installation par hasard, je veux dire, plutôt que d'avoir une réelle attention de venir visiter, parce que finalement, le public auquel je m'adresse, c'est un public qui ne marque pas d'intérêt particulier pour la cause. Et donc, je pense que l'espace public serait super intéressant à ce niveau-là. Maintenant, il y a des écrans, il y a pas mal de choses de valeur. Donc, au niveau technique, c'est vraiment ce qui pose le plus problème pour l'instant. Mhm. Et tu recueillerais aussi des réflexions qui pourraient s'intégrer dans ton travail ou est-ce qu'il y a Oui, des choses comme ça qui sont envisagées? c'est ça. En fait, l'idée, ce serait de pouvoir récolter dans un premier temps les réactions et puis, dans un deuxième temps, de proposer aux personnes qui seraient venues voir l'installation de participer à des ateliers et en fait à passer sur donc, du coup la deuxième phase du projet qui Mhm. serait vraiment la co-construction de l'engagement. Bon, ben super, très très beau projet, Marie. Alors en attendant de voir s'il y a encore une question qui arrive pour toi, ben, j'ai aussi envie de recueillir évidemment ton impression sur les ERA Awards et ce que ça a été comme expérience pour toi. Alors moi, je rejoins un petit peu l'avis de Pierre et parce que finalement, c'est vraiment une opportunité très très stimulante de rencontrer autant de projets diversifiés et enfin, autant d'approches différentes en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant, quoi. Bon, ouais, super. Merci beaucoup, Marie, pour ton Merci à vous. témoignage. Merci. Et Marie, je précise que tu seras l'invitée de Fabienne Van de Merge dans l'émission Les Éclaireurs. Ce sera le samedi 14 mai à 17 h. Tu seras aussi avec Pauline Rodberg, qui est la lauréate du Award en finance responsable et soutenable. Voilà, le rendez-vous est pris. Et je remercie aussi ta promotrice, Célia Charbot, qui est avec nous ce matin. On va poursuivre en design soutenable avec Lucas Secades Casino. Alors Lucas, j'espère que je prononce bien ton nom. Bonjour. Bonjour. Oui, Voilà. c'était bien pensé. C'était C'est bien bien. prononcé. Ok, formidable. Alors, tu as été Voilà. nominé pour ton mémoire qu'on peut traduire comme ceci: conception et développement d'un appareil stérilisateur et nettoyeur pour coupe menstruelle. Tu as terminé ton master en ingénieur civil et électromécanicien à l'EPB, l'école polytechnique de Bruxelles de l'ULB. C'était en septembre 2020. Tu es cofondateur de la start-up Tulipal, professeur de sciences physiques appliquées à l'ENSAV, École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, et tu as eu comme promoteur Alain Delchambre, qui est le directeur du service BIMS pour Bio, Electro and Mechanical Systems de l'EPB de l'ULB. Il est aussi fondateur des spin-offs EndoTools Therapeutics, LIS Medical et Brussels Medical Device Center. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est correct. Voilà. Lucas, si tu es prêt, eh bien, on t'écoute. Oui. Trop bien. Je vais juste. Non, ok. Je voulais lancer un chronomètre, mais pour être sûr. Donc, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je voulais remercier déjà le jury des ERA Awards, les personnes qui sont présentes, mon promoteur Alain et l'ensemble de la fondation pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes et la visibilité que vous donnez à autant de projets. Donc, moi, je m'appelle Lucas et donc j'ai grandi dans une famille entourée par des femmes, mes deux sœurs et ma mère. Et donc, en fait, ce qui a fait que je me commence à être sensibilisé aux questions d'égalité des genres. Et de plus, de par mes études, je me suis commencé à intéresser à la transition écologique. Et c'est à ce moment-là que je commençais à m'intéresser à la coupe menstruelle, donc parce que pas mal de personnes menstruées autour de moi l'utilisaient. Et en fait, la coupe menstruelle, pour ceux qui ne savent pas, elle a plein d'avantages. Elle est économique parce qu'elle coûte beaucoup moins cher que les protections jetables, beaucoup plus écologique
est saine puisqu'il n'y a pas des produits rajoutés comme des pesticides, du chlore ou d'autres produits chimiques lors de sa production. Mais en fait, je commençais à me poser la question, mais pourquoi, si cette protection elle est si géniale apparemment, pourquoi elle n'est pas plus utilisée de nos jours? Et donc, en fait, je me suis intéressé à l'entretien de la coupe menstruelle. Donc, en fait, il n'y a pas de solution optimale pour la stérilisation. Et concernant le nettoyage, en fait, il faut la changer 3 à 4 fois par jour. Mais par contre, la plupart des personnes n'ont pas accès à des éviers privatifs en déplacement, donc lorsqu'elles sont dans des éviers publics, et ce qui fait que 2 tiers des personnes ne suivent pas les recommandations. Donc, en fait, il y avait des freins à son adoption, mais aussi plein de problématiques liées à son utilisation elle-même. Des personnes qui l'utilisaient, mais malgré ça, il y avait des problématiques. Donc, je me suis intéressé et en fait, 95% des utilisatrices des cups que j'avais interviewées avaient besoin d'une solution pour le nettoyage et pour la stérilisation. Donc, avec tous ces points, je me suis dit, je commençais à réfléchir à toutes les façons possibles pour stériliser et nettoyer les objets de nos jours. Donc, j'ai commencé à faire donc, en fait, là, j'étais primé du design, mais c'était du design produit et de l'ingénierie. Donc, au travers d'une méthodologie qu'on appelle le design thinking, où l'utilisatrice est au cœur de l'innovation. Donc, je commençais à faire donc vous voyez ici sur le slide des dizaines de dispositifs, des façons de nettoyer la cup qui sont différentes, des shakers, des trucs avec des brosses. Et donc, tout ça, ça m'a amené avec des phases d'itération, donc des phases tests avec des utilisatrices de la cup, à développer ce que j'ai rendu à la fin de mon mémoire, qui est un dispositif pour stériliser et nettoyer la coupe menstruelle. Donc, l'idée, c'était de pouvoir permettre à toute personne menstruée de nettoyer la cup en absence d'un évier privatif et offrir une solution optimale quand cette personne rentre à la maison pour pouvoir stériliser leur cup en toute simplicité. Donc aujourd'hui, le projet va même plus loin. Enfin, avant de parler d'où ça va plus loin, à la fin de mon mémoire, j'ai également touché aux aspects sociaux, aux aspects environnementaux, médical, juridique et business de ces produits. Est-ce que ça avait sens dans ce monde? Est-ce que c'était faisable de faire quelque chose comme ça? Donc voilà, donc ça c'est un peu l'ensemble du boulot que j'avais fourni pour ce mémoire, et aujourd'hui ça va même plus loin grâce entre autres au soutien de la fondation dans d'autres cadres que celui-ci. J'ai pu continuer cet exercice au-delà même du mémoire de fin d'études, mais qui m'a énormément plu de travailler dans un milieu qui n'était pas le même, déjà l'hygiène menstruelle, mais même le secteur biomédical parce que je viens du secteur aérospatial. Donc, merci à toutes et merci à tous. Voilà, j'attends vos questions avec plaisir. Merci Lucas, c'est incroyable. C'est un homme qui se préoccupe de savoir comment on nettoie nos coupes menstruelles. Voilà, formidable. On va accueillir ton promoteur Alain Delchambre. Bonjour. Bonjour. Alors, quel a été pour vous l'apport scientifique et sociétal de ce mémoire de Lucas? Mais d'abord, Lucas, comme il l'a précisé, s'est attaqué à un problème et a trouvé une solution pour supprimer des freins à l'adoption d'un produit qui est vraiment très écologique et très utile pour la société et pour les femmes en particulier. Et donc, mais il a fait ça d'une manière avec une démarche totalement scientifique. C'est-à-dire qu'il est parti du besoin, il a très fort interagi avec les utilisatrices, et puis petit à petit, il a proposé des prototypes, donc avec les imprimantes 3D, avec les approches Fab Lab, etc. Et petit à petit, il a fait évoluer ces prototypes pour qu'ils répondent totalement aux besoins des utilisatrices. Et ceci s'est fait aussi avec des études liées au brevet, à des produits concurrents. Et donc, il a vraiment fait un problème depuis A jusqu'à Z, depuis la définition du besoin jusqu'à une solution qui a été testée, retestée et qui va même maintenant jusqu'à une production industrielle qui se fera localement. Bon, c'est génial, on va en savoir plus évidemment, on doit en savoir plus dans quelques minutes. Merci beaucoup à vous Alain Delchambre, j'accueille à nouveau… Et merci à vous. Merci. La présidente du jury en design soutenable, Marie Poc. Alors, qu'est-ce que le jury a apprécié dans le mémoire de Lucas?
Eh bien, le jury a d'abord été assez surpris. Je dois dire qu'on ne s'attendait pas à devoir se pencher sur ce sujet. On n'avait pas vraiment des spécialistes de la question parmi nous. Mais Lucas, un grand merci parce que ce mémoire nous a permis de voir à quel point le design thinking, c'est une méthode qui permet de répondre à une quantité, mais absolument insoupçonnée de situations et de problématiques. Alors, ton mémoire est évidemment un mémoire qui est rigoureux, qui est très fouillé, que ce soit au niveau du développement technique, que ce soit au niveau de la diffusion, hein, très, très pragmatique. Donc, évidemment, bravo pour ça, mais le jury a surtout été interpellé par le côté humain que tu as su insuffler dans les pages de ton travail. Alors, tu l'as dit, tu as grandi dans un milieu de femmes, ça se voit, et puis tu es allé sur le terrain et avec beaucoup, beaucoup d'empathie, tu t'es interrogé, tu as questionné autour de toi différentes personnes pour que ton produit réponde le mieux possible à ce besoin. Et puis, un petit détail qui nous a interpellés aussi, c'est qu'à un moment, tu poses la question de l'utilisation des protections menstruelles dans les pays en développement. Alors, évidemment, c'est un autre contexte, on ne joue pas dans la même réalité, mais le simple fait de te poser la question, ça montre aussi que tu ne te laisses pas aveugler par une vision européocentrée, et ça, c'est une qualité. Donc, on t'encourage également à continuer. Bravo et merci. Merci à vous, Marie-Poc. Merci à toi, Marie. Voilà, on vous retrouvera une dernière fois tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions à Lucas, bien évidemment. Bon, alors, on parlait d'une production d'abord au niveau local. Comment ça va se passer? En fait, tu en es où dans l'élaboration de ce projet, de sa concrétisation? Je Alors, m'excuse, Caroline, j'étais en train de lire la question d'Asia sur le chat et je n'ai pas, d'accord. Ok. pas compris. Non, non, mais ton promoteur disait, voilà, ça va être produit et je pense que ça rejoint la question d'Asia aussi. Ouais. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ton dispositif? Ce sera disponible quand? Où en est-on en fait? Ok, donc tu dis pas. En fait, aujourd'hui, l'entreprise qui a suivi le développement, donc depuis septembre 2020, quand j'ai rendu mon mémoire, je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale avec une autre personne qui s'appelle Julia. Et donc là, à deux, on a continué à développer le produit. Donc d'abord, on s'est dit, OK, plutôt que de faire le 2 en 1 qui semble un peu plus compliqué d'un point de vue logistique, parce qu'il y a des parties électroniques, il y a d'autres composants, on va juste d'abord sortir un nettoyeur. Donc, on a développé un nettoyeur qui a déjà été préfinancé via un crowdfunding pour répondre à Asia, donc il y a 10 mois, donc lors de l'été dernier, et qui, depuis ce moment-là, on a travaillé avec encore des designers industriels. Et comme Alain disait, aujourd'hui, il en voie d'industrialisation. Donc là, c'est concernant le nettoyeur. Sinon, à côté, Tulipal, c'est beaucoup plus large. C'est de la démystification des règles, c'est des actions contre la lutte contre la précarité menstruelle, c'est des briser des mythes et tabous via des guides, des livrets. C'est encore de l'innovation. On développe un stérilisateur à côté, une cup qui est plus facile à mettre, à retirer. C'est vraiment un univers qui va au-delà c'est pas juste un produit, c'est vraiment cette envie, comme j'ai plutôt laissé transparaître dans mon mémoire, de cette envie de changer les mentalités d'un point de vue égalité des genres et transition écologique. Donc ça, c'est un peu Tulipal aujourd'hui qui décolle du projet. Ok, génial. Et alors justement, quand est-ce qu'il sera disponible à l'achat? Où est-ce qu'on peut suivre l'évolution du projet? Donc déjà, suivre l'évolution du projet, vous pouvez soit aller sur les réseaux sociaux, qui s'appellent Tulipal, Instagram, Facebook, etc. Soit il y a un site web dans lequel vous pouvez, tulipal.com, dans lequel vous pouvez soit devenir ambassadeur, ambassadrice, et c'est des personnes qui nous aident à co-construire nos produits, mais qui partagent nos valeurs, qui nous aident quand on a besoin des enquêtes et qu'on tient au courant via une newsletter. Et dans ça, soit ambassadeur, ambassadrice, soit précommander nos dispositifs. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de transfert d'argent, mais vous pouvez aller sur notre site où c'est plus expliqué. Et le crowdfunding est fini. Donc, il n'y a pas. D'abord, on va livrer les premières 1000 unités qui ont été précommandées. Ça sera dans quelques mois après l'industrialisation. Waouh, génial. Alors, on va poursuivre les questions là, qui te sont posées. Bravo, Lucas. Tu as non seulement choisi d'aborder un sujet tellement essentiel et pourtant inattendu, mais tu as réellement pris la parole des femmes en considération tout au long du processus de développement. Bravo pour ton ouverture d'esprit. Benoît nous dit, bravo, Lucas. Tu sais que la Fondation y croit à ton idée, une fois de plus, avec nos 2 primés du prix Sustainable Design. Nous sommes fiers d'avoir de tels jurés et c'est l'occasion de le rappeler. Merci à elle, merci à eux. On a mis, voilà, Sarah a mis le site Tulipal pour aller voir. Et Marie-Poc nous dit, quels sont selon toi les freins qui retiennent les femmes à utiliser des protections réutilisables? Mais il y en a plusieurs. Donc là, actuellement, traditionnellement, ça a été des protections internes et
protection jetable interne, le tampon, externe, la serviette. Et donc là, on voit de plus en plus un changement vers des réutilisables qui sont plutôt la culotte menstruelle et la cup. Et chacune a ses freins à l'adoption. Par exemple, la culotte, c'est son prix. Donc, le fait qu'on doit en acheter genre 3, 4, 5 pour tenir un cycle et que chacune coûte environ 30-40 euros, ce qui fait déjà un montant élevé. Concernant la cup, c'est des problématiques auxquelles on s'est intéressé. C'est plutôt aussi son entretien. Donc, le fait de devoir la nettoyer et stériliser. Donc, même s'il est beaucoup moins cher que les culottes, il y a ces freins-là auxquels on essaye de s'y attaquer. Il y a également tout ce qui est culturel. En fait, les personnes menstruées, avant, c'était que des protections jetables. Par exemple, le frein à utiliser la cup, c'est un nouveau objet. C'est accepter son corps, accepter aussi donc, voilà, je ne veux pas parler à la place des personnes que je ne suis pas. Je fais que répéter ce qu'on me raconte. Mais voilà, donc ça, c'est un peu le différent frein qu'il y a. Aussi, culturellement, on voit dans les pays en voie de développement, j'avais parlé dans mon mémoire, mais dans les pays en voie de développement, il y a toute une question liée aussi, par exemple, concernant la cup, à tout ce qui est sexualité, qui culturellement, dans certaines cultures, on préfère garder des protections externes. Voilà, donc c'est des problématiques auxquelles on s'intéresse parce qu'on croit que de toute façon, les protections jetables sont avouées à disparaître. Et donc, comment faire pour faciliter le pas vers ces deux protections que chaque personne préfère, soit interne, soit externe, par différentes raisons, dont toutes les personnes menstruées ici connaissent les raisons. Oui, c'est ça. Mais alors, tu parlais de protection plus facile à mettre et à enlever justement pour ces pays en voie de développement. Ça veut dire quoi exactement? Non, ça, quand je parlais de la cup plus facile à mettre et à retirer, donc c'est des produits qu'on développe aussi en parallèle. En fait, dans les pays en voie de développement, on pourrait en parler. On avait parlé avec des ONG qui sont présentes dans ces pays, comme plan international. Et en fait, les protections réutilisables sont difficilement, même si à long terme, même si on extrapole ça à des personnes qui sont plus en situation précaire ici à Bruxelles ou en Belgique, en fait, la charge mentale qui est liée à l'entretien, en fait, pour ces personnes, la principale problématique n'est pas l'environnement, c'est devoir avoir du temps pour soi, avoir du temps sans enfants, penser à d'autres choses. Et c'est vrai que pour des personnes non privilégiées, le fait de devoir suivre cet entretien, c'est une charge mentale supplémentaire. Donc, c'est pour ça que dans ce genre de pays, d'un côté, il y a culturellement donc, tout ce qui est lié à la sexualité, et d'autre, la charge mentale qui est liée à l'entretien, nettoyage, mais même aussi des culottes menstruelles. Donc voilà, ça c'est un peu les deux raisons. La cup qui est plus facile à mettre et retirer, ça pourrait peut-être débloquer certains freins, mais dans ces pays-là, dans cette couche, dans ce type de personnes, mais voilà, donc ça c'est des choses qu'on développe encore. Bon, génial. Alors, Marie Poc nous dit encore, est-ce que le monde politique est sensibilisé à cette question de protection qui représente un coût financier et écologique? Oui, tout à fait. Donc là, comme je disais, au-delà de l'innovation, on mène aussi des projets de sensibilisation, on mène des projets de lutte contre la précarité menstruelle. Récemment, avec l'ULB, on a fait une distribution gratuite des protections réutilisables. Donc ça, en Belgique, ça ne bouge pas énormément, mais donc là, on a pu cofinancer avec du coup l'ULB, un bras de l'ULB, ça pour des étudiantes. On a des projets plus ambitieux pour lutter contre la précarité menstruelle dans d'autres universités ou des personnes en état de besoin. Comme je disais, par exemple, en France, c'est plus courant que dans des universités, dans des écoles secondaires, il y a déjà des protections gratuites. En Écosse, c'est déjà le cas, les protections sont gratuites pour les personnes menstruées. Donc voilà, le monde politique, je pense, ça dépend des pays, mais ça va arriver tard ou tôt ici en Belgique. Et nous, on y croit à fond là-dedans. On essaye de travailler avec les instances publiques ou politiques en créant des sondages, des enquêtes qui montrent le réel besoin qu'il y a derrière ça et la réelle injustice qui est liée au coût supplémentaire. Appelons pas ça taxe rose, mais la taxe rose, c'est autre chose, mais la taxe peut-être mensuelle, c'est le coût supplémentaire. Alors, on va terminer avec cette réflexion de Benoît de Rennes pour la petite histoire de la Fondation. 3 jurys totalement indépendants et qui se sont prononcés à des moments différents et pour des soutiens différents. Tulipal est donc primé des ERA Awards Design de Prototyping the Future, notre appel à prototypes soutenables, et lauréat Sense, notre soutien aux startups soutenables. Un cas à part, assurément. Donc voilà, je pense qu'on va être nombreux à aller te suivre sur les réseaux. Merci en tout cas, Lucas, pour cette présentation
Félicitations, bravo pour ce projet. Je remercie également ton promoteur Alain Delchambre qui était avec nous. Et on va passer au dernier travail qui est présenté ce matin. C'est celui d'Esther Bourque-Daïdé. Bonjour Esther. Oui, bonjour. Voilà. Alors, tu as été nominée pour ce même ERA Award en design soutenable pour ton mémoire qui s'intitule Architecture intérieure, concevoir un réemploi. En réemploi, tu as terminé ton master en architecture d'intérieur à l'ESA, l'École supérieure des arts Saint-Luc-Bruxelles. C'était en septembre 2021. Et tu as eu 2 copromotrices, Rafaela Ulstana-Sartz, qui est architecte, docteur en art de bâtir et urbanisme. Elle enseigne à l'ESA Saint-Luc, Bruxelles, et elle pratique la recherche action à l'ULB. Ta deuxième promotrice est Isabelle Prignot, qui est architecte. Elle pratique également l'enseignement et la recherche, éco-construction, quartier durable, à la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB. On les retrouvera juste après. En attendant, Esther, si tu es prête, et est-ce que tu l'es? Oui. Oui, ben voilà. Alors, on t'écoute et on se retrouve dans 3 minutes. Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là ici avec moi. Donc, je vais peut-être commencer en vous expliquant qu'est-ce que c'est le réemploi. Donc, le réemploi, c'est vraiment une pratique qui vise à prolonger l'usage d'un bien ou d'un matériau en lui donnant une seconde vie. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en Belgique, le secteur de la construction est le 2e plus polluant après le secteur industriel. Donc, j'ai découvert que le réemploi, c'est vraiment une réponse directe à cet enjeu-là. Puis, au cours de ma présentation, vous verrez vite pourquoi. Donc, d'un point de vue plus personnel, j'ai décidé d'aborder le réemploi dans mon mémoire d'une manière, disons, de la perspective de l'humain avant la perspective de la matière pour un peu mieux comprendre et mettre en lumière les individus qui sont vraiment au cœur de tout le processus. Donc, ma question de recherche, elle était comment le réemploi affecte la façon de concevoir et percevoir les espaces intérieurs. Donc, grâce à plusieurs témoignages que j'ai effectués avec divers concepteurs, conceptrices et usagers et usagères, j'ai trouvé que l'idée est d'avant tout de penser un projet à partir de la matière qui est disponible et de pallier avec les contraintes. Et pour les usagers et usagères, c'est surtout le fait d'être flexible, d'exprimer ses besoins et d'accepter d'avoir peu de choix et devoir faire confiance donc, aux concepteurs et conceptrices. Donc, plus concrètement, le réemploi a vraiment une approche à 360 degrés. Donc, c'est surtout au niveau environnemental, on parle surtout dans les grandes lignes, de la réduction du CO2 et évidemment de la production des déchets. Donc, tout ce qui peut être récupéré et évidemment quelque chose qui n'a pas besoin d'être produit. Donc, on favorise surtout l'allongement du cycle de vie des objets. Pour l'aspect social, il y a surtout la création d'emplois à plusieurs niveaux, donc dans divers corps de métier de la chaîne de production. Et on favorise notamment la réinsertion socio-professionnelle, ce qui mène inévitablement à une réduction du chômage. Au niveau sociétal, c'est surtout de revoir un peu nos besoins en tant qu'usagers et usagères et également de revoir surtout notre rapport à la surconsommation. Alors, j'ai personnellement perdu Esther. Je ne sais pas si vous la suivez encore. Est-ce que vous avez le même souci que moi? Voilà. Alors, Esther, on t'a perdu. Peut-être qu'on va reprendre. Esther, est-ce que tu m'entends? On sent que la connexion passe très difficilement. Alors, peut-être, Esther, que ce serait bien de se déconnecter, de se reconnecter, parce que là, on n'a plus rien du tout. Voilà, alors Esther est partie, elle va nous rejoindre dans un tout petit moment. Je ne sais pas si du côté de l'assistante technique... Ah voilà, te revoilà Esther. Alors... OK, mon Dieu, désolée pour... Ah voilà, mais là on t'entend bien par contre. Technique. Voilà, peut-être revenir au niveau sociétal? OK. Voilà, merci. Oui, au niveau sociétal. Donc, alors, pour le niveau sociétal, l'idée, c'est surtout de revoir nos besoins en tant que consommateurs, consommatrices, et donc revoir notre rapport à la surconsommation. Donc, plutôt miser sur la main-d'œuvre artisanale. Et également, cela permet de créer des nouvelles filières dans le secteur de la construction.
Donc, pour le point de vue économique, c'est une pratique qui s'inscrit surtout dans l'économie circulaire, également l'économie locale. Donc, l'idée, c'est de la production à petite échelle. Et également, c'est important de mentionner qu'il y a aussi une forte valeur patrimoniale souvent associée aux matériaux en réemploi. Et finalement, dans un point de vue plus esthétique, on parle surtout de l'histoire, de la patine naturelle et de la qualité des matériaux récupérés. Sinon, en terminant, j'aimerais mentionner que le réemploi est vraiment un véritable savoir-faire qui a vraiment évolué les domaines de l'architecture et du design en posant des questions qui sont assez fondamentales. Et sinon, dans une perspective d'avenir, l'idée est surtout de penser à la réversibilité d'un projet en amont lors de la conception, valoriser l'existant, donc tous les éléments qui sont déjà présents sur place, et également, et surtout, je dirais, le plus important serait surtout de sensibiliser les futurs concepteurs et conceptrices et également usagers et usagères au design durable. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Esther. Et voilà, c'est parfait. C'était bien de te déconnecter et de nous revenir. Au moins, on a pu t'entendre complètement. Alors, je le disais, tu as eu 2 copromotrices. Je pense qu'elles nous ont rejoints. Alors, je ne sais pas si vous arrivez toutes les 2 ou pas. Je vois en tout cas que Isabella Oulstan-Assart est avec nous. Bonjour. Alors, votre micro n'est pas encore activé. Donc, on vous voit, mais on ne vous entend pas, Raphaël. Ah voilà, vous voici. Voilà, désolée, oui. Voilà, bonjour. Je pense que vous êtes la seule à être parmi nous aujourd'hui, hein, des 2 copromotrices. Oui, vraisemblablement. Vraisemblablement. Ok. Alors, on voulait savoir, Isabella, mais, à vos yeux, en quoi le mémoire d'Esther fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine? Donc, elle est en partie présente puisque je suis Raphaëla et elle Isabelle. Donc, la contraction nous renseigne un petit peu sur cette copromotion à 2 têtes, effectivement. Donc, moi, je dirais que le mémoire a vraiment pour particularité de traiter plus spécifiquement du réemploi en architecture d'intérieur, là où le sujet est généralement beaucoup plus traité depuis la perspective de l'architecture en général. Or, je dirais que les intérieurs ont vraiment tendance à changer plus rapidement que les éléments structurels des bâtiments, ce qui fait que beaucoup de matériaux qui sont disponibles dans les filières de réemploi concernent en fait les intérieurs. Et que dans le même ordre d'idées, les rénovations intérieures sont aussi plus fréquentes que les constructions neuves ou les rénovations plus lourdes, ce qui donne, il me semble, quand même toute sa pertinence à ce focus plus spécifique, tant du côté des concepteurs, conceptrices, que du côté des usagers et usagères. Mais ce qui est probablement le plus important, c'est que la perspective de l'architecture d'intérieur renvoie un peu indirectement, et Esther a mis le focus là-dessus, à l'habiter, à toute une dimension humaine, et donc aussi à des formes d'attachement au lieu, à des formes d'attachement aux matériaux. Et comme le soulignait d'ailleurs aussi Esther, les matériaux de réemploi ont un peu cette particularité d'avoir une patine, une histoire qui peut contribuer à leur valeur et à leur valorisation. Et moi, je suis vraiment persuadée que les changements en matière de comportement et de pratique en vue d'une plus grande durabilité passent en fait en grande partie par un changement en fait dans nos affects. Voilà. Merci, merci beaucoup à vous. Et on va retrouver une dernière fois ce matin Marie Poc, la présidente de notre jury en design soutenable. Alors Marie, qu'est-ce qui vous a plu dans le mémoire d'Esther? Alors le jury, pour ce mémoire au sujet a priori classique, le jury a été particulièrement touché par la façon très personnelle, Esther, dont tu as abordé les choses. Tu t'es vraiment impliquée, investie, tu t'es incarnée dans les pages et notamment dans ces très belles illustrations que tu as réalisées toi-même. Alors au-delà de ça, ton mémoire reste aussi un mémoire de recherche, costaud, rigoureux, que nous avons apprécié et dont tu as su tirer les leçons. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que le réemploi en architecture d'intérieur, c'est quelque chose qui va de soi, que c'est quelque chose déjà vu et revu. Et en fait, c'est pas vrai. Sur le terrain, ça n'est pas vrai du tout. C'est pas si facile que ça. Et donc ça, tu le pointes bien et tu expliques à quel point il est nécessaire de sensibiliser et de former les architectes d'intérieur à cette question. Tu insistes aussi sur la nécessité de créer ou de structurer peut-être plutôt une filière du réemploi en architecture d'intérieur, une filière qui serait créatrice d'emplois et qui aurait aussi un potentiel de réinsertion sociale. Et ça, ce sont des valeurs sociétales qui transparaissent en filigrane de ton mémoire. Et merci beaucoup pour ça. Bravo.
Merci à vous, Marie-Poc. On va passer évidemment à vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour Esther. Justement, Esther, toi qui es jeune diplômée, comment as-tu été sensibilisée à cette question de réemploi ou aurais-tu aimé y être sensibilisée davantage? Ça s'est passé comment dans ton cursus? Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait mon baccalauréat à Montréal, au Québec. Durant toutes mes études, j'ai toujours été très passionnée par ce côté d'intégrer l'environnement et les alternatives écologiques dans nos projets en design. Et ça n'a jamais été quelque chose qui était vraiment enseigné à l'école, ni au Canada, ni en Belgique, pour ma part. Et donc, j'ai toujours été intéressée à ces sujets-là de manière personnelle parce que dans ma vie personnelle, c'est vraiment des valeurs que, évidemment, j'ai beaucoup à cœur. Et donc, quand je suis arrivée en Belgique et qu'il fallait évidemment choisir un sujet de mémoire, je me suis un peu renseignée sur les alternatives écologiques que je connaissais déjà. Et c'est un peu de fil en aiguille que le réemploi est apparu dans ma vie parce que ce n'est pas une pratique qui est vraiment, comment dire, d'actualité au Canada. C'est surtout beaucoup plus une niche au niveau Belgique, France et un petit peu Pays-Bas et tout ça. Donc, j'ai vraiment sauté à pieds joints sur l'occasion. Puis, au fur et à mesure, j'ai affiné mon sujet de recherche pour vraiment mettre l'accent sur ce côté plus humain qu'on retrouve justement pas beaucoup dans les autres publications que j'ai eu la chance de consulter. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert ce monde D'accord. merveilleux. Et donc, ce n'est pas spécialement parce qu'il y a un cours qui t'a été donné dans ce domaine-là, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses justement à faire au niveau des cursus et intégrer ce genre de choses? Ah oui, totalement. Je vous dirais que j'ai quand même une expérience assez diverse à ce sujet-là parce que, ayant fait mes études au Québec, j'ai par la suite fait un échange étudiant en France, puis j'ai terminé en Belgique, donc j'ai quand même au moins 3 bases scolaires différentes de divers pays. Et à aucun moment, j'ai eu un cours consacré sur le sujet, ne serait-ce que pour me présenter des alternatives écologiques qui vont d'ailleurs à des niveaux assez élevés, que ce soit les matériaux ou autre chose. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de cours à ce sujet-là. Peut-être parfois des séminaires ou des trucs comme ça, mais il faut quand même que les gens soient déjà intéressés par le sujet pour qu'ils y aillent volontairement versus si ce serait carrément intégré dans un cursus scolaire. C'est sûr que, en quelque sorte, les gens n'auraient pas le choix d'en apprendre sur le sujet et peut-être que de l'apprendre un peu indirectement à travers des cours, ça permettrait aussi plus facilement aux étudiants et étudiantes d'intégrer diverses alternatives écologiques dans leur projet de manière naturelle, sans nécessairement faire un focus sur mon projet est écologique. Voilà. Donc, alors, Marie-Poc l'évoquait dans son intervention, tu envisagerais une filière, il faudrait développer une filière spécifique qui serait aussi source d'emploi. Qu'est-ce que tu pourrais concevoir? Elle ressemblerait à quoi pour toi, cette filière? La filière existe pas mal déjà en Belgique. Je dirais qu'il y a quand même énormément de choses mises en place pour ça. Il faut savoir que le réemploi, c'est quand même un truc de grande envergure, dans le sens qu'il faut quand même mobiliser plusieurs acteurs de divers corps de métier pour que la chose se mette en place, puisqu'il faut tout d'abord récupérer ces matériaux, les cataloguer, les reconditionner, les remettre en forme, puis après les vendre, les intégrer dans un projet. Donc, autant dire qu'il y a des corps de métier à tous les niveaux qui sont imbriqués dans cette filière-là. Donc, la filière existe déjà en Belgique, mais évidemment, bénéficie du soutien de tous et de la promotion du sujet pour que ça grandisse de plus en plus. Mais elle est bien présente et je pense qu'elle grandit. Elle pourrait prendre encore plus d'ampleur. Alors, Marie-Poc nous dit, des designers belges comme Lionel Jadot travaillent dans cette démarche de réemploi. N'hésite pas à prendre contact, suivre aussi Rotor. Benoît nous dit, bravo Esther, sujet capital pour les défis liés à la reconstruction. Comment envisages-tu pouvoir utiliser ton travail comme levier pour accélérer l'évolution des mentalités et des pratiques au sein du secteur, des liens vers les fédérations de la construction et vers les acteurs plus spécifiques, des relais à trouver vers des acteurs bien établis comme Rotor et autres? On peut aider avec nos réseaux au cas où. Alors, comment faire pour utiliser justement ton travail comme levier et accélérer le...
Je dirais que d'un point de vue professionnel, c'est tous les gens que ces gentilles personnes ont mentionné, c'est des gens avec qui j'ai déjà pris contact et qui sont notamment parfois déjà mentionnés dans mon mémoire. Donc, je dirais qu'au niveau professionnel, ça se fait quand même assez bien et qu'ils font déjà un très bon travail de leur côté. Mais pour ma part, c'est sûr que dans mon petit réseau en Belgique qui grandit tranquillement, c'est sûr que j'essaie de faire passer le message souvent. Mais sinon, d'un point de vue plus pratique, je pense que ça pourrait être peut-être un outil pertinent dans les écoles, justement, mais également peut-être sous forme de conférences ou des choses comme ça, ou également dans le réseau de l'architecture intérieure plus spécifiquement, d'aborder le sujet parce que c'est souvent abordé plus au niveau architecturale dans l'habillage des bâtiments, mais je pense qu'encore à l'interne, c'est encore un peu rare, donc ça commence à prendre forme. Donc, à ce niveau-là, je crois que ça pourrait aider. Ok, mais si je t'entends, il y a quand même encore des cours qu'on pourrait mettre en place dans ce sens-là. Sûrement, et dans tous les autres sens reliés au développement durable, à mon avis, mais clairement, il y aurait moyen de faire quelque chose pour ça. Ouais. Alors, on va voir s'il y a encore une question. Voilà, Marie Poc, qu'est-ce qui existe comme publication incontournable sur le sujet? C'est une grande question. Incontournable, mon Dieu. Vite comme ça, j'ai pas énormément de noms, mais il y a évidemment, déjà Rotor, justement, a publié énormément de publications sur le sujet. Encore une fois, un peu plus relié aux matériaux en tant que tels et à l'architecture de manière plus générale. Mais je dirais qu'eux, c'est quand même des piliers là-dessus. Sinon, pour être vraiment honnête, moi, j'ai trouvé la plus grande majorité de mon information dans la bibliothèque de l'architecture de l'UCL Louvain à Bruxelles, qui est une petite pépite d'or en termes de ressources. Et j'ai trouvé plusieurs belles publications concernant ça. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Mais sinon, en termes de publications incontournables, je pense que la meilleure ressource que j'ai pu trouver, c'est surtout les gens à qui j'ai parlé, qui m'ont permis d'avoir un témoignage plus concret et de voir un peu les envers du décor qui ne sont pas toujours mentionnés explicitement dans les publications. Donc, c'est sûr que parler, réseautage et tout ça, c'est vraiment une ressource indispensable. Effectivement. Alors, on va voir s'il y a encore une petite question qui arrive pour toi. Mais en tout cas, je voulais avoir ton impression à toi sur l'expérience des ERA Awards. Est-ce que ça représentait, ce que ça représente? Oui, c'était vraiment une expérience très, très chouette. Franchement, c'est aussi... ça fait un petit moment déjà qu'on communique tous ensemble et qu'on fait aller les conversations et nos idées. Donc, c'est une expérience assez enrichissante. C'était super, quand même, une certaine fierté de pouvoir être intégrée dans tout ce processus-là et aussi en Belgique. Je suis quand même fière de ça. Puis, de faire aller les choses et discuter surtout avec d'autres étudiants et étudiantes de d'autres domaines sur des sujets qui sont parfois assez très complexes, mais qu'ils ont réussi à vraiment vulgariser les sujets pour que ce soit accessible à tous. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit à d'autres opportunités. Et donc, voilà. Bon, mais formidable. Merci à toi, Esther. Bravo. Merci à ta promotrice, Raphaëlla, qui est encore avec nous. Merci à Marie Poc, présidente de ce jury en design soutenable. Merci à toutes les promotrices et les promoteurs qui étaient avec nous ce matin. Je remercie encore IBA, partenaire de tous les ERA Awards, le Fonds Philippe Rottier pour les générations futures, Wallonie Design, et puis la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois, donc soutien de ces deux prix. Je remercie aussi la Fondation pour les générations futures et sa formidable équipe qui nous permet de vivre tous ces moments ensemble. Ce webinaire est à voir et à revoir sur le site de la Fondation pour les générations futures. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, on se donne rendez-vous le mardi 3 mai à 10h30 autour des ERA Awards en santé et système alimentaire soutenable. Rendez-vous aussi le mardi 10 mai à 18h à l'UNAMUR pour une cérémonie qui va mettre en valeur tous les primés de cette année. Merci d'avoir été des nôtres, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À mardi.